100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Je reçois son Excellence M. Cissé Bakongo, ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative. Excellence, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un membre influent du RDR, le parti au pouvoir, mais aussi un membre influent du RHDP, la coalition des partis au pouvoir. Vous jouez un rôle central dans l'équipe de campagne du président Ouattara, candidat à sa propre succession. Vous êtes le directeur central de campagne en charge des questions juridiques et du contentieux. On souhaite bien qu'il n'y ait pas trop de contentieux à la prochaine présidentielle pour préserver la paix. Avant d'entrer dans le vif de notre entretien, nous allons vous jouer un magnéto dans lequel des Ivoiriens disent un peu ce qu'ils savent de vous. Il est toujours tapis dans l'ombre, on ne sait pas ses actions, on ne connaît même pas ses actions. Il est venu à la fonction publique, toujours c'est le même mini-méleux, on ne sait pas à quelle action il mène à la fonction publique. On ne sait pas s'il y a des concours qu'il organise, on ne sait pas s'il y a des concours organisés. Si oui, qu'on nous fait quelque chose, parce qu'on ne sait pas, il ne sait pas. Franchement, il ne sait pas ce que le ministère fait comme du boulot. Franchement, moi, je suis très réseau social, donc d'après ce que je vois, les gens n'ont pas une très bonne image de lui. Bon, franchement, je ne le connais pas personnellement, mais d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, les gens ne l'aiment pas trop. Depuis sa nomination, je peux dire, au poste ministériel de la fonction publique, on revoit, on sent lorsqu'on va dans des structures publiques qu'il y a une amélioration, la propriété, la peinture, et on sent la ponctualité aussi des travailleurs. Voilà, donc je pense qu'il a apporté un plus au côté fonction publique en ce qui concerne le pays, en Côte d'Ivoire. En tout cas, je le félicite pour ça. Voilà, Excellence. Vous avez écouté les Ivoiriens. Comment réagissez-vous à leurs propos? Leurs propos, je pense que ce sont des propos de gens qui sont vrais, de gens qui ne flattent pas. La dame qui a dit qu'elle est réseau social, ça veut dire qu'elle est très branchée sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, que sur les réseaux sociaux, de ce qu'elle constate, les gens ne m'aiment pas. Oui, c'est vrai, peut-être. C'est un jugement. Pourquoi est-ce que les gens ne vous aimeraient-ils pas? Oui, les gens n'aiment pas forcément ceux qui bougent. Les gens n'aiment pas ceux qui essaient de changer l'ordre des choses. Les gens n'aiment pas les objecteurs de conscience, en quelque sorte. Les gens n'aiment pas ceux qui n'aiment pas rester à leur place. Moi, je n'aime pas rester à ma place parce que je considère qu'être ministre, c'est un challenge, c'est une chance, c'est une grâce. C'est une responsabilité. C'est de très lourdes responsabilités. Il faut faire en sorte que ceux qui vous ont nommé ne regrettent pas de l'avoir fait. Et je ne veux pas non plus sortir de l'histoire et qu'il soit dit que j'ai été ministre à l'enseignement supérieur, la recherche scientifique d'une part, à la fonction publique et la réforme administrative de l'autre, et qu'aucune trace n'est restée après moi. Ça, je ne veux absolument pas que cela soit dit. Et c'est pour cette raison que je suis un agitateur mais au sens noble. Parfois, les gens vous trouvent très violent. Oui, très violent, je ne sais pas. Est-ce que c'est mon aspect morphophysiologique qui donne cette impression? Il y en a qui disent que vous êtes un va-t-en-guerre. Ou alors que parce que je tiens des discours qui sont des discours d'hommes violents, ou que c'est ma démarche qui leur paraît violente, ou bien c'est mon apparence, comme je l'ai dit, ou alors parce que je donne des coups de poing. Moi, je n'en sais rien. En tout cas, je ne crois pas être celui qui distribue des coups de poing dans la rue. Je ne crois pas non plus
qu'il y ait une allure qui soit une allure violente par détermination, ou alors qu'il y ait un aspect morphophysiologique qui soit violente par définition. Non, je suis assez droit dans mes prises de position. Je suis assez transparent dans tout ce que je fais. Je vais dire que je n'aime pas utiliser la langue de bois. Quand je pense quelque chose, je le dis. Au moins, vous savez que c'est ma position. Pour le reste, il y a une bonne part de rumeurs. Mais à ceux qui distillent ces rumeurs, je leur dis que je me soigne. Très bien. Ben, Excellence, parlons de rumeurs. Votre passage au ministère des Enseignements supérieurs a aussi divisé l'opinion. Sur les réseaux sociaux, la dame en parlait indirectement tout à l'heure. Oui. Ce qu'on y lit, ce n'est pas forcément valorisant pour vous. Ça, je le confesse. Il parle de détournement. Je le confesse. Je confesse que c'est pas. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je confesse que c'est pas du tout valorisant pour moi. Ben, écoutez, c'est ça aussi. Hein, lorsqu'on est dans une société où l'information, ce n'est pas celle qui est vérifiée, c'est pas les faits avérés, c'est plutôt le ressenti de chacun, la perception, les appréhensions, les peurs des uns et des autres, qui font foi donc d'informations. Évidemment, on en arrive à ce genre de comportement qui finissent par tuer carrément, d'abord moralement, socialement, puis un jour physiquement, des individus. Je me souviens que dans notre pays ici, des responsables ont été traités d'homophiles sur la base de rien du tout. Cette image colle à cette personnalité depuis des dizaines d'années. Alors, les universités, ceux qui disent que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que j'étais a détourné des fonds dans les travaux de l'université, en fait, ils ne le connaissent pas du tout. Ils ne connaissent pas qui est Cissé Bakongo. J'ai dit, et je le répète partout, Bakongo, c'est pas dans mes... Le prénom Bakongo n'est pas dans mes actes d'état civil. Ah. C'est la revendication d'une identité, c'est la revendication d'un caractère, c'est la revendication d'une personnalité, Bakongo. C'est-à-dire, oui. Bakongo, je considère que je suis je suis l'héritier d'une civilisation, je suis l'héritier d'un caractère, je suis l'héritier d'une lignée, et que je ne dois absolument pas faire honte à cette lignée. Donc, depuis 1994, où je suis entré dans la vie politique, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je mets quiconque au défi d'apporter la moindre petite preuve d'un acte de détournement. Ça ne peut pas exister. Les universités, c'est très simple. C'est un marché qui a été attribué régulièrement par l'État de Côte d'Ivoire à une entreprise qui portait sur la réhabilitation de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody, de l'ex-ESIE de Bergerville, qui a porté également sur la réhabilitation des résidences qui se trouvent sur le campus. Et à ce niveau, tout n'est pas des résidences de Mermoz, de la Cité Rouge, Saint-Jean, la Riviera 2, de la maison de l'ex-Meussi, et ensuite qui a porté également sur la réhabilitation de l'université Nangui à Brogoua. Sur ces deux sites, il y a un site, le site principal en face de Filtissac, et un deuxième site contigu au lycée moderne d'Abobo, qui a porté également sur l'IHA ici, l'IHA, l'Institut d'histoire d'art d'archéologie africain, à 13 villes Biafra ici. Ça a porté également sur Boaké, bien sûr, les deux campus, dont l'un était perdu, totalement perdu. Le campus de Boaké était donné pour perdu, totalement perdu. Ça a également porté les réhabilitations, je veux dire, ont porté également sur... les travaux ont porté également sur la réhabilitation de l'université Peloforo-Gon à Korogo, de l'université Jean-Laurent-Guédé à Daloa. C'est tout cela qui constitue les travaux de réhabilitation. Pour 115 milliards. Alors, pour 115 milliards, en réalité,
les entreprises qui sont venues de l'extérieur, des entreprises, des entrepreneurs étrangers, disent que ils ne voient pas, il faut que l'entreprise qui a fait les travaux leur dise, ils ne voient pas comment est-ce que tout cela a pu être fait avec ce montant. C'est-à-dire, ils trouvent que ce montant est... Ils trouvent que le temps a été, plutôt que le montant est dérisoire par rapport à l'ampleur des travaux. Parce qu'à l'université Félix-Faure-Bragny, c'est 17 km de bitume qui ont été posés. 17 km de bitume à l'intérieur de l'université Félix-Faure-Bragny. Peut-être la moitié à l'université Alassane Ouattara de Daloa. Mais sur les montants qui ont été indiqués, soyez rassurés, il y avait également les équipements. Des équipements pour plus de 20 milliards. Des équipements de dernière génération que les enseignants eux-mêmes se sont employés à identifier. Pour que l'État le leur achète. Pour que l'État le leur achète, département par département. Je ne parle pas des équipements tels que les ordinateurs, les imprimantes, non. Je parle des équipements de laboratoire, des équipements pointus, des fauteuils dentaires, ainsi de suite. Le tout pour plus de 20 milliards. Bien sûr, il y a eu les droits de douane qui sont compris également dans ce montant de 100 et quelques milliards. Il y a les honoraires du Bénet. Alors, quand on dit 100 milliards, ou bien plus de 100 milliards pour l'université de Cocody, mais c'est une escroquerie morale, une escroquerie intellectuelle. C'est pas du tout juste, ce n'est pas responsable. Tout n'est pas terminé. Non. On attend. Il manque encore d'argent certainement pour ça. Non, en réalité... Les cités universitaires ne se sont pas entièrement livrées encore aux étudiants. Non, la cité universitaire de Mermoz et du château d'eau qu'on appelle la Cité Rouge, la Cité Rouge est terminée complètement. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit il n'y a pas très longtemps par des responsables de l'entreprise en charge donc des travaux. Quant à la cité de Mermoz, elle serait terminée à 90-95%. Alors, le candidat Alassane Ouattara, en 2010, en campagne électorale, nous avait promis 5 universités en 5 ans. 5 ans. Alors, on n'en a pas eu une seule de construite, il n'y a eu que des réhabilitations. Pourquoi est-ce qu'à l'heure du bilan, il n'y a pas, dans les réalisations, tout au moins une université nouvelle construite par le pouvoir Ouattara? L'analyse que vous faites, en tout cas au détour de la question que vous posez, et qui est une analyse reprise, ou en tout cas développée par ailleurs, n'est pas une analyse juste. Alors, donc, ce que je veux dire à ceux qui font ce reproche au président... Non, ce n'est qu'un constat. Ou en tout cas, qui font ce constat, mais qui est un constat biaisé, à savoir que le président de la République a pris l'engagement de construire 5 universités et qu'il n'en a construit aucune. Je dirais que ce qu'il a fait vaut déjà des constructions. Mais de surcroît, au surplus, Korogo et Daloa n'avaient pas d'université, ce n'était que des unités régionales d'enseignement supérieur transformées en universités. Est-ce qu'elles sont transformées en université avec des moyens? Avec des moyens qu'il faut. Capacité d'accueil accrue. Et puis, au mois de novembre prochain, l'université de Mans sera terminée. Au mois de novembre prochain, c'est-à-dire dans 2 mois, l'université de Mans sera terminée. Donc, au moins, cette université a été construite. Nous, en tout cas, nous avons engagé les travaux, ils ont avancé avant qu'on les quitte là, avant qu'on ne parte du département. Et les travaux se poursuivent. Les travaux se poursuivent, vont prendre fin au mois de novembre. RHDP a présenté au candidat Ouattara toute l'équipe de sa prochaine campagne électorale et le slogan retenu, c'est « Avec Ado ». Ce fut un véritable moment de fête. Les militants et les sympathisants sont venus très nombreux. Et alors, ils sont venus de partout. Donc, ce fut un très grand moment. Maintenant, il vous faut labourer le pays profond, sillon après sillon. C'est la mission que vous a confiée le chef de l'État, qui en même temps vous demandait, le candidat Ouattara, qui en même temps vous demandait de pardonner à ceux qui vous
vous aurait offensé. Tout à fait. Alors comment avez-vous vécu ces moments-là? Écoutez, j'ai vécu ces moments avec beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, beaucoup de responsabilité, beaucoup de bonheur personnel parce que en nous demandant d'aller sur le terrain, d'aller labourer le terrain dans tous les aux confins du pays, le président sait bien que le travail qu'il nous confie a été facilité, comme l'a dit le président Bédié, par le bilan, par la qualité du travail qui a été abattu, parce qu'il est lui-même, c'est-à-dire le produit en termes marketing qu'il constitue lui-même. Donc nous allons partir sur le terrain presque la fleur à la boutonnière. Mais comment allez-vous vendre votre produit? Quels termes allez-vous utiliser sur le terrain pour parler aux Ivoiriens quand on sait que la réconciliation nationale quand même a du plomb dans l'aile depuis pas mal de temps? Alors, la réconciliation a du plomb dans l'aile, c'est une façon de voir les choses ou d'écrire les choses. D'abord, je pense que la réconciliation est un terme assez plastique, qu'on tire dans tous les sens, auquel on donne toutes sortes de significations. Dans tous les cas, la réconciliation n'est qu'un processus, ce n'est pas une donnée. Les Ivoiriens, de mon point de vue, doivent se réconcilier d'abord chacun avec soi-même. Se réconcilier avec soi-même, c'est de considérer que ce qui nous est arrivé n'est pas une fatalité, que ce qui nous est arrivé n'est pas arrivé par déterminisme, que ce qui nous est arrivé ne nous est pas tombé du ciel. C'est par nos propres comportements individuels et collectifs que ce qui nous est arrivé nous est arrivé. Et il faut donc que chacun fasse son propre examen de conscience en étant franc envers soi-même, en étant dur envers soi-même, en se disant « ai-je fait ce que j'avais à faire au moment où je devais le faire? Me suis-je tu quand je devais me taire? Ai-je parlé quand je devais parler ?» Alors, à partir de ce moment-là, la réconciliation sera possible avec les autres. C'est quand on est réconcilié avec soi-même qu'on peut se réconcilier avec les autres. Mais pour le reste, concernant le candidat, écoutez, c'est en langage sportif qu'on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne simplement parce que, bon, voilà, le capitaine ne plaît pas alors que l'équipe marque, ou bien parce que l'ailier droit n'est pas là chaque fois qu'on lui fait, c'est pas moi la passe, alors que l'équipe gagne. Donc il faut faire en sorte tout simplement que l'équipe qui gagne reste là, soit renforcée, parce qu'elle a encore beaucoup de choses à faire. Pour nous, le président Alassane Ouattara, à la date d'aujourd'hui, est le meilleur de tous les candidats. Dans tous les cas, les autres candidats sont leurs propres adversaires. Comment? Leur histoire est leur adversaire, leur personnalité est leur adversaire, leur expérience est leur adversaire, leur bilan est leur adversaire. Donc, ils sont leurs propres adversaires. Donc, vous n'avez rien en face, en fait? Non, on va pas tomber dans ce genre de discours. À titre personnel, en tout cas, je ne peux pas tomber dans ce genre de discours parce que je trouve que c'est haineux, je trouve que c'est méprisant, je trouve que c'est arrogant, que c'est pas ce qu'il faut quand on vit ensemble, quand on se considère comme étant des frères et des sœurs. Et surtout des démocrates. Voilà, des démocrates, il faut avoir de la considération les uns pour les autres. Je veux dire tout simplement qu'un candidat, je m'arrêterai à ce seul candidat, comme le Premier ministre Bani, ex-gouverneur de la banque de la BCAO. Ancien Premier ministre. Bien, il a été ancien Premier ministre. On a tous vu ici, parce que nous avons tous été contemporains, j'ai été, dois-je dire, j'ai eu la chance ou pas donc d'être dans son gouvernement. En tout cas, j'ai été dans son gouvernement. Dans tous les cas, vous avez servi la République. J'ai servi la République. Il a été nommé Premier ministre, pas par Laurent Gbagbo, politiquement, je veux dire. Politiquement, il a été nommé par la communauté internationale, qui lui a donné, dans le cadre donc, du GTI, le groupe de travail international, les pouvoirs nécessaires qui lui permettraient de conduire donc, le processus de sortie des crises jusqu'à son terme. Hélas, 3 fois hélas, le Premier ministre Bani
a été, pour nous tous, Une déception. aussi bien ceux qui font de la politique que ceux qui ne sont que de simples observateurs ou bien la population, une grosse déception. Quand le Premier ministre Bani va rendre sa démission au président Laurent Gbagbo, qui ne l'a pas nommé, dans une affaire dont les coupables, les auteurs, tous sont connus, hein, et qu'il va rendre la démission, pour nous, en tout cas à titre personnel, j'ai été très triste ce jour-là, non pas pour mon poste, parce que je me suis dit, bon, voilà, hein, le processus prend aujourd'hui du plomb dans l'aile avec ça, parce qu'il venait là de dire à la communauté internationale, votre mission, je n'en peux plus. C'est tout. Alors, par la suite, il a été nommé président de la commission chargée de la réconciliation. Alors, si vous pouvez me dire ce qu'il a fait, ben écoutez, tant mieux. Lui pense qu'il a bien travaillé Je et ne que sais c'est pas. le pouvoir qui ne l'a pas aidé. Qu'il pense, il peut penser ce qu'il peut penser, mais ce qu'il pense, ce n'est pas le plus important. C'est tout aussi important puisque c'était lui qui était à la tâche. Mais c'est ce que nous ressentons, nous, c'est ce que nous voyons, vous et moi. Hein, pour qui il a travaillé, il n'a pas travaillé pour lui. Il n'a pas travaillé pour lui, il a travaillé pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas travaillé pour le président Alassane Ouattara, il a travaillé pour les Ivoiriens. Combien d'Ivoiriens a-t-il réconcilié? Moi, je n'en connais pas. En tout cas, je n'ai pas vu d'action à la télévision, nulle part en tout cas, qui atteste. Qu'est-ce que le pouvoir aussi faisait pour l'aider? Et qu'est-ce que les partis politiques également, toutes tendances confondues, faisaient pour l'aider à réussir dans cette tâche-là? Non, il aurait fallu que le président Bani, que le Premier ministre Bani, que le gouverneur Bani demande de l'aide pour ne pas que le pouvoir soit critiqué de s'immiscer dans ses affaires. Je vais vous dire une chose. Il a voulu être tellement bien nommé, le président Bani. Il a voulu être tellement bien nommé. Il a voulu avoir des pouvoirs tellement forts qu'il a demandé au gouvernement une chose que j'ai trouvée surréaliste. Laquelle? Il a demandé au président de la République qu'il prenne une ordonnance pour le nommer. Parce qu'il a été Premier ministre, c'est par décret. Désormais, en tant que président de la CDVR, il se situait dans sa façon de voir les choses, il se situait au-dessus du Premier ministre. Et donc, il fallait que le président de la République le nomme par ordonnance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il demandait qu'on le nomme par la loi. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire quelqu'un qu'on nomme par la loi. Ça n'a jamais existé. Parce que c'est un individu qui nomme. Et un individu ne peut pas faire la loi. Et puis en plus, bon, quand on a été nommé par la loi, bon, il faudra encore certainement une loi. Même le président de la République n'est pas... sa prise de pouvoir ne résulte pas d'une loi. Alors donc, vous voyez, le Premier ministre, il n'a absolument, en tout cas de mon point de vue, rien fait qui réconcilie les Ivoiriens. Bien au contraire, avec son histoire de justice des vainqueurs, il n'a fait que diviser davantage les Ivoiriens, il n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Justice des vainqueurs, ça veut dire quoi? Rien du tout. Rien. Excellence. Vous voulez dire que ce n'est pas un candidat de poids face au président Ouattara, face au candidat Ouattara, votre candidat? Oui. Mais Charles Konan Bani. Charles Konan Bani, j'ai écrit, ou du moins j'ai dit en d'autres occasions qu'il avait 3 chances de rentrer dans l'histoire, 3 chances. La première? La première, c'était vraiment de réussir dans sa mission de Premier ministre. La deuxième? La deuxième, c'était de réussir dans sa mission de réconciliateur. Et la troisième? C'était de ne pas se présenter contre Alassane Ouattara. Il n'aurait pas dû se présenter et alors il aurait pu être un recours pour les jeunes générations. Parce que quand on a échoué 2 fois, ben, il faut quand même tirer les leçons. Excellence. Finalement, est-ce que c'est la victoire du président Ouattara qui est le plus gros challenge aujourd'hui du RHDP ou le taux de participation à cette présidentielle qui arrive? Vous avez répondu à la question à ma place et je voudrais vous en être très reconnaissant. En réalité, la victoire du président Alassane Ouattara n'est pas pour nous une préoccupation. Vous voulez dire qu'elle est acquise? Pour nous, c'est vrai, nous avons des frères et des sœurs qui sont candidats, mais le président Bédié l'a dit, chacun de ces candidats évalue ses propres chances, évalue son poids sur le terrain
Et après avoir fait tout cela, il y a un examen de conscience. Chacun de ces candidats peut soi-même dire, ben écoutez, au soir du 25 octobre, c'est Alassane Ouattara qui sera élu. Je crois on est tous d'accord, ou on peut être tous d'accord sur ce fait-là. Mais notre propre adversaire, l'enjeu pour nous, c'est le taux de participation. Parce que ce taux de participation doit être le plus élevé possible afin que la légitimité du président ne souffre d'aucune contestation, d'aucun doute. Excellence, qu'est-ce que le candidat Ouattara propose en matière de réforme de l'administration pour les 5 ans à venir s'il était réélu? Ben, pour les 5 ans à venir, le président Alassane Ouattara va continuer ce qu'il a déjà commencé, c'est-à-dire la modernisation de notre administration publique. Enfin, une administration de développement, faire des fonctionnaires ivoiriens des agents de développement. Jusqu'à ce que nous arrivions, ce sont les infrastructures qui l'attestaient. Notre fonction publique était tout, sauf une fonction publique au service du développement de notre pays. Nous voulons... Vous voulez dire qu'avant lui, personne n'avait pensé à moderniser l'administration ivoirienne? Certainement que des gens avaient pensé moderniser Même l'administration le président Bédié? Certainement le président Bédié, certainement le président Guéhi, certainement le président Gbagbo ont tous pensé moderniser l'administration publique, les services et notre fonction publique. Mais c'est lui qui a mis la main à la pâte, c'est lui qui a commencé la modernisation. Au-delà du projet, au-delà du rêve, au-delà de l'ambition, c'est lui qui a commencé à transformer donc, les rêves, les ambitions en réalité. Quand vous allez dans la maison mère des fonctionnaires, c'est une maison qui a été réhabilitée totalement. Quand vous arrivez dans nos bureaux, ce sont des procédures qui sont modernisées, automatisées, informatisées, numérisées. Au jour d'aujourd'hui, notre fonction publique ressemble à tous les services, tous les grands services à travers le monde. Les fonctionnaires... Vous voulez dire que l'administration ivoirienne est aujourd'hui compétitive? Dans très peu de temps, l'administration ivoirienne sera très compétitive parce que nous ne voulons pas aller plus vite que la musique. Et moins corrompue? Bien sûr. Ça, c'est pour nous un chantier, d'ailleurs, qu'on a commencé à défricher depuis hier. À la télévision, le directeur des cabinets est passé pour donner une idée de ce que nous envisageons faire dans les semaines, dans les mois à venir, concernant la lutte pour la ponctualité, la lutte pour la bonne moralité, la lutte pour la ponctualité sur le terrain, la lutte pour l'efficacité de nos fonctionnaires. Toute dernière préoccupation, est-ce que les récentes violences à l'ouest de la Côte d'Ivoire vous ont un peu inquiété? Elles ont failli tourner à des affrontements interethniques. Bété, Djoula, particulièrement à Bayota. Oui, c'est vrai que ce sont des violences qui ont été suscitées, qui sont instrumentalisées, qui ont été suscitées par ceux qui considèrent qu'il ne doit pas avoir d'élection. Pour quelles raisons? Mais pourquoi on ne les laisse pas s'exprimer, tout simplement? Ça nous aurait économisé ces violences. Je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'ils considèrent qu'ils sont bâillonnés, ils sont muselés, en tout cas, qu'ils se livrent à ces actes de violence. Non, je crois qu'ils ont d'autres préoccupations. Lesquelles? Je ne sais pas, il faut qu'ils nous le disent, il faut qu'ils nous donnent ces préoccupations afin qu'on puisse en débattre. Entre frères, entre sœurs, nous sommes tous des Ivoiriens. Alors, donc ça a été suscité, instrumentalisé, enfin suscité à des fins, c'est pourquoi je parle d'instrumentalisation, juste pour que les images, parce que les images sont
sont plus fortes que les paroles. Hein. Ce qui est vu, c'est ce qui existe. Voilà. Et donc, pour que les images puissent être utilisées et montrer à la face du monde que les élections qui s'annoncent en Côte d'Ivoire vont être à l'image de celles qui ont été organisées en 2010, qu'il n'y a pas la paix. Il y a une réelle crainte aussi, il faut comprendre ça. Les gens ne sont pas forcément aussi rassurés que vous, les populations au quotidien. Mais justement, c'est l'objectif recherché. C'est pourquoi j'ai dit que ces violences sont instrumentalisées, suscitées et instrumentalisées. Suscitées par des gens qui ont intérêt à faire cela et instrumentalisées parce que on vise des choses. Et dans un village, il y a eu des maisons brûlées. Il y a eu un mort, un disparu. Tout ça, ça inquiète quand même. Oui, je vous dis, il faut pas qu'on laisse la cause pour aller parler des conséquences. La cause, c'est que des gens considèrent que ces élections ne doivent pas avoir lieu. Pour quelles raisons? On les attend pour pouvoir échanger avec eux sur ces raisons. Bien, à partir du moment où les élections s'annoncent à grands pas, il faut qu'ils donnent de la voix. Et pour donner de la voix, c'est ce à quoi nous assistons. Et juste pour pouvoir ensuite relayer. Nous, le président de la République... Dans ce que dit l'opposition, il n'y a quand même pas une part de vérité? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils veulent que les élections se passent aussi bien, les opposants. Je ne suis pas certain que ceux qui suscitent la violence veulent seulement que les élections se déroulent. Parce que ceux qui veulent que les élections se déroulent sont plutôt en train de faire campagne. Afingessa est en train de tourner dans le cadre de sa pré-campagne. Les autres candidats, pour ceux en tout cas qui ont les moyens physiques, et intellectuels et matériels, ils tournent aussi. Mais ceux qui font la violence, ce sont ceux qui ne veulent pas d'élection. Pourquoi? On le saura un jour. Donc, je pense que les Ivoiriens les Ivoiriens doivent rester sereins. Les élections vont avoir lieu dans de bonnes conditions, de transparence, de paix, afin que la Côte d'Ivoire poursuive sa marche vers son destin. Excellence, merci infiniment. Merci d'être passé par chez nous. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir accueilli. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.